Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire du Club CIC International qui, comme vous le savez, aujourd'hui est consacré à l'IA et vous voyez le titre, IA international, optimiser votre import-export grâce à l'intelligence artificielle. Vous le voyez aussi, nous avons nos 2 éminents, présentateurs de la journée auxquels je vais rapidement, donner la parole et vous avant de vous les présenter, simplement vous dire donc je suis Pascal Bouvet, je suis le responsable du club CIC International. Le club, c'est aujourd'hui 1 200 entreprises, à peu près de partout en France, 1 200 entreprises adhérentes, c'est-à-dire plus de 2 500 contacts et au club, pour ceux qui ne le sauraient pas ou pas encore, nous faisons en sorte de connecter nos adhérents les uns avec les autres, notamment grâce à l'app. Vous avez vu la vidéo, de lancement de ce webinaire, mais aussi grâce à des réunions, mais aussi grâce à des événements comme Connexion qui ont lieu en mars, à Lyon, à Lille et à Strasbourg. Nous faisons en sorte, que nos adhérents deviennent les plus, solides à l'international possible par, des rencontres avec nos bureaux de représentation, par exemple, par des rencontres entre, adhérents, mais aussi grâce à des formations et c'est ainsi que je vais donner la parole à nos 2 intervenants, du jour. Les formations, vous le savez, c'est quelque chose d'important chez nous et vous pouvez les retrouver sur notre site, à votre disposition et à votre discrétion. Voilà. Donc tout de suite, je crois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, inscrit et nous en sommes ravis. Je vais, donner la parole à nos 2 intervenants du jour du groupe Spiral, Émilie Fraissinet et Mathieu Guillermont. Ma chère Émilie, C'est à je te moi. cède la parole. Merci beaucoup Pascal. Bonjour à toutes et tous. On est ravis d'être là pour passer 1 heure avec vous sur ce sujet, extrêmement important, intéressant, et palpitant qu'est, l'IA, à l'international. Donc moi, je suis Émilie Fraissinet, co-dirigeante du groupe Spiral, et je suis accompagnée également aujourd'hui de Mathieu Guillermou qui va, Bonjour à tous. spécialiste de l'IA pour le groupe Spiral et qui va, donc être votre intervenant principal, sur ce webinaire. Le groupe Spiral, donc on est une agence marketing, com digital et intelligence artificielle. On est basé en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai le plaisir de vous accueillir tous aujourd'hui. Je crois que vous êtes un peu plus de 120 à participer, hein, donc il y a du monde. Certains d'entre vous nous connaissent déjà chez Spiral, puisqu'on a le plaisir de travailler avec le club CIC depuis maintenant plus de 4 ans, notamment sur des formations LinkedIn, communication à l'international. Donc, j'en profite pour faire un petit coucou à Denis Laurando, par exemple, qui est là, qui nous écoute. Salut Denis. On est là sur un autre sujet aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle appliquée à la thématique internationale. Aujourd'hui, vous êtes différents secteurs d'activité, donc je pense que ça va parler à tous, hein. Il y a des industriels, des distributeurs, des fabricants de machines, construction de bâtiments, j'ai vu du textile, du champagne, sympa, des compléments alimentaires. Voilà, vous représentez vraiment un très très vaste, vous êtes un beau, voilà, une belle représentation des secteurs d'activité. Donc, on va se faire plaisir tous ensemble. Le chat est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Naturellement, on va découler le webinaire jusqu'à la fin. Et donc, à l'issue du webinaire, moi, je vais me charger de prendre les questions les plus importantes et Mathieu y répondra avec plaisir. Donc, place au webinaire et bonne participation à tous. Merci Émilie. Donc, bonjour à tous, ravi d'animer cette thématique avec vous. Donc, l'intelligence artificielle, alors on va voir très rapidement qu'on va plutôt se concentrer sur la partie des LLM et puis on définira ce que sont les LLM dans le champ de l'intelligence artificielle. Mais que ce soit l'IA ou le LLM, ça reste des outils. Et donc, le but, c'est de vous présenter aujourd'hui comment ces outils peuvent vous aider dans différentes étapes du commerce international et de l'import-export. Donc, on verra des use cases, des exemples d'utilisation sur de la recherche réglementaire. Donc, en amont d'une phase de déploiement à l'international, comment arriver à comprendre finalement quelles sont les contraintes réglementaires sur un marché.
comment utiliser différents outils IA dans des phases de prospection avec de la personnalisation, avec de l'intégration évidemment d'une notion de langue, mais aussi une notion d'adaptation multiculturelle. Un sujet qui peut être important quand on travaille à l'international, c'est celui du contrat, avec souvent des contrats qui peuvent être relativement compliqués et intégrer des annexes en lien avec plein d'aspects qu'on ne retrouve pas ou qu'on retrouve moins sur des marchés domestiques. Donc, on verra comment aujourd'hui les outils d'IA et les LLM peuvent aider dans ces étapes-là. Et puis, un exemple sur une petite application que vous pourrez déployer et construire relativement facilement pour gérer, dans l'exemple que j'ai mis, c'est des contraintes de transport, de choix d'incoterms et ainsi de suite. Mais vous verrez, il suffit de changer les consignes du prompt et du contenu pour lui donner une autre couleur. Donc, pour démarrer, on parle d'intelligence artificielle. En fait, c'est un peu un raccourci parce que le champ de l'intelligence artificielle regroupe plein de choses depuis des décennies. Ça fait à peu près environ 60-70 ans qu'on commence à avoir des outils d'intelligence artificielle. L'un des champs dont on a beaucoup entendu parler, c'est celui des échecs. Comment arriver à battre l'homme à partir d'une machine. Et depuis, on va dire, les années 50-60, cette technologie s'est développée. Dans l'intelligence artificielle, on a plusieurs sous-catégories. On a notamment la computer vision. Donc, la computer vision, c'est par exemple ce qui va être utilisé dans l'imagerie médicale pour arriver à détecter sur de la radiographie, sur des IRM, des cellules qui peuvent être à surveiller et en complément de l'intervention humaine. Donc ça, c'est un exemple de computer vision. Un autre exemple d'intelligence artificielle, c'est le machine learning. Donc le machine learning, c'est le fait que l'outil puisse apprendre au fur et à mesure et améliorer sa sensibilité en fonction de différents cas. Donc aujourd'hui, un exemple de machine learning sur lequel on est indirectement tous concernés, c'est au niveau de la fraude bancaire. Il va y avoir des algorithmes et des ordinateurs qui vont, à partir de votre utilisation de votre compte et de votre carte bleue, arriver à comprendre quelle est votre utilisation normale de vos moyens de paiement pour arriver à définir finalement un comportement type. Et quand la machine va détecter un paiement, une transaction, une opération qui sort de ce champ habituel, soupçonner la fraude. Donc ça, c'est un exemple de machine learning. Donc dans l'intelligence artificielle, il y en a plein d'autres. Et on a aujourd'hui, j'ai envie de dire communément dans notre quotidien, un autre champ qui nous intéresse particulièrement, c'est l'IA générative, donc l'intelligence artificielle générative, à qui on va demander en fait de produire du contenu. Donc, ça a été avec ChatGPT au début des années 2020, la production de contenu texte, mais je suis sûr que vous avez déjà essayé, la production d'images, la production de fichiers, la production de tableaux, de vidéos et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Et dans l'IA générative, on a les modèles de type ChatGPT, Gemini, Copilot, qui sont des LLM, donc des Large Language Models, en fait des bots avec qui on va pouvoir parler de manière très naturelle. Il n'y a pas besoin d'adapter son langage, on lui parle comme on parle entre nous, on peut même le faire à l'oral. Et à la différence de d'autres modèles informatiques, on n'a pas besoin de maîtriser ni un langage, ni une syntaxe, ni une grammaire. Quand on pose une question à ChatGPT, je n'ai pas besoin d'avoir de notions en Python ou en C++. Je n'ai pas besoin de respecter une manière de présenter les choses. Je peux lui parler très naturellement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les LLM qui vont produire du contenu à partir d'un langage qui est naturel. Donc, sur la présentation d'aujourd'hui, on va plutôt voir comment l'usage de ces LLM, dont je suis à peu près certain que vous les utilisez déjà au quotidien, peuvent vous aider dans différentes étapes de votre déploiement à l'international. Rapidement, au niveau du fonctionnement, on a un prompt, une requête, une demande, auquel on va pouvoir ajouter éventuellement des contenus multimédia. Donc, ça peut être des fichiers, ça peut être une image, ça peut être une copie d'écran de, par exemple, ma landing page sur mon site internet. Je vais poser donc ma question, mon prompt à mon LLM qui, lui, va être entraîné. Donc, le LLM va avoir eu une phase de pré-entraînement et va pouvoir se servir de cette base de données pour me donner une réponse. Mais en plus de ça,
il va y avoir la possibilité de garder en mémoire la conversation. C'est-à-dire que si, par exemple, je demande à ChatGPT comment je peux améliorer ma landing page pour mon activité en export, on va pouvoir itérer les questions, itérer la conversation et donc profiter de cet effet d'expérience pour que les réponses de mon outil soient de plus en plus précises et gardent en mémoire ce qu'on a déjà échangé précédemment. Autre chose, les LLM vont pouvoir se capter à des sources externes et venir compléter les réponses avec des informations qui ne vont être ni dans la mémoire de la conversation, ni dans la base de pré-entraînement, mais qui vont être disponibles sur Internet. Un point qui est important sur la base de pré-entraînement, c'est qu'en fait, ça revient à une forme d'éducation. Hein, et donc là, je vous ai mis les 7 outils les plus classiques. Et en fait, on se rend compte que tous ont été entraînés d'une manière avec du contenu qui était disponible pour l'éditeur. Donc, par exemple, Gemini, il a été entraîné par Google. L'objectif de Google, en proposant de nombreux outils gratuits, c'est de vendre de la publicité. Donc, on peut imaginer que la base d'entraînement de Gemini serve directement, indirectement, aujourd'hui ou dans le futur, à atteindre les objectifs de Google et donc qu'il puisse y avoir un biais déjà dans la base d'entraînement de Gemini. De la même façon que DeepSeek, qui est le LLM chinois et qui a été entraîné par le gouvernement chinois, puisse servir des intérêts alignés avec ceux du pouvoir politique en place à Pékin. On a d'autres exemples, un Grok qui est entraîné, donc qui est l'IA de Elon Musk, entraîné sur Twitter, qui a un positionnement très assumé, on va dire clash et un peu extrême, avec une absence de censure aussi qui est mis en avant. Donc là, pareil, en fait, cet entraînement, cette base d'entraînement va amener un biais dans les réponses. Deux autres exemples qui vont pouvoir être intéressants, Copilot, qui est entraîné par Microsoft. Microsoft qui a plutôt une activité, on va dire, corporate et enterprise. Donc, dans la manière dont l'outil va répondre, dans la manière dont Copilot va proposer du contenu, là aussi, on peut présupposer qu'on va être sur un contenu qui va être plus professionnel, mieux adapté au contexte corporate, puisque c'est le positionnement de Copilot et de Microsoft, pardon. Et l'autre outil qui est intéressant aussi pour des questions de souveraineté, particulièrement nous, Européens et Français, et dans un contexte géopolitique assez incertain, c'est le chat, qui est le LLM de Mistral, donc une société française, où là, à la fois la base d'entraînement est principalement française, donc en termes de langage, en termes de rédaction, on va être sur des tournures et un langage qui va être plus proche de celui qu'on peut utiliser. Et puis, une utilisation des données et une question de souveraineté qui va être intéressante pour certaines applications. Rapidement, il y a aujourd'hui une approche assez différente en fonction des continents et des géographies sur le lien entre l'approche culturelle et l'intelligence artificielle. Donc, j'ai mis ici quatre continents, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, et puis 4 réflexes. Alors, on ne va pas jouer au jeu, je vais tout de suite les relier, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'en Amérique du Nord et particulièrement aux États-Unis, l'IA est vraiment vue comme un vecteur de performance et un vecteur de business. Hein. C'est-à-dire c'est un outil comme un autre qui va permettre d'accélérer le business et de servir des objectifs très concrets de déploiement, très alignés finalement avec la culture business américaine. En Afrique, ce qui est intéressant, c'est que c'est considéré comme un moyen de rattrapage et d'accès à des compétences qui, soit géographiquement, ne sont pas disponibles, soit d'un point de vue économique, étaient inaccessibles. Donc, c'est vraiment vu comme une opportunité, finalement, de rattraper, d'un point de vue compétences et d'un point de vue accès marché, de rattraper d'autres géographies. En Asie, et particulièrement en Chine, il y a un aspect très pragmatique. Hein, c'est un outil qui fait gagner de la productivité et donc qui amène une adoption rapide. Et puis enfin, en Europe, on a une vision plus, on va dire, conservatrice avec de la prudence dans la réglementation qui permet de cadrer les usages. On verra dans quelques années si cette position de l'Europe, elle est un peu comme sur la RGPD, c'est-à-dire qu'elle permet de définir un nouveau standard d'usage de l'IA qui va venir finalement être la référence mondiale, hein, c'est à peu près le cas aujourd'hui sur la RGPD, ou si évidemment, cette prudence, à travers notamment le IA Act, amènera plutôt un retard sur le déploiement.
pour l'application du commerce international, ce que va permettre de faire l'IA, en fait, c'est de ne pas être d'un point de vue réactif. En disant, j'ai une offre qui fonctionne, par exemple, en France, je veux adresser le marché du Moyen-Orient, je vais traduire mon offre, mais tout de suite, de réfléchir en termes de reconfiguration. C'est-à-dire de ne pas se dire, je cible une géographie, j'adapte ou je traduis mon offre avec potentiellement une perte de valeur, mais tout de suite se dire, en fait, je conçois tout de suite mon offre d'une manière qui peut être largement internationalisée et sur l'ensemble des géographies. Donc, on va revenir sur nos études de cas. Donc, on va les prendre une par une. J'ai volontairement cherché, et quand on a travaillé sur le sujet avec Émilie, on s'est dit que c'était quelque chose qui était important, pouvoir vous présenter un nombre d'outils relativement large, mais à chaque fois des outils qui soient très accessibles, à la fois en termes d'usage et en termes de prix. Donc, on a essayé de couvrir l'ensemble des LLM. Vous verrez, il y a du Gemini, il y a du ChatGPT, il y a du Copilot, Claude aussi, dont on parle beaucoup en ce moment. On a dû mettre aussi un peu de Mistral. Et donc, des outils que n'importe qui peut avoir accès. Et avec des fonctionnalités qui, dans 90% des cas, sont accessibles sur soit les comptes gratuits, soit avec le premier niveau de licence. Donc, le premier sujet qu'on va regarder, c'est celui de la recherche réglementaire. J'en profiterai pour vous présenter quelques éléments de prompting. Donc, c'est comment arriver à poser correctement la question au LLM pour éviter les biais. On verra l'outil Deep Research ou recherche approfondie qu'on trouve dans ChatGPT, dans Copilot et dans Gemini. Et puis, les outils de Canva, donc de présentation. Donc, le premier point, la première mise en situation, ce serait d'arriver à obtenir une veille réglementaire, une petite coquille, une veille réglementaire sur les contraintes légales à l'export de compléments alimentaires à base de spiruline en Arabie Saoudite. Et pour faire ça, on va utiliser l'outil recherche avancée, puis l'outil Canva pour la visualisation. Donc, le premier point, c'est d'activer les différents modes dans ChatGPT. Donc, à droite, vous avez la possibilité, je vais remettre la vidéo parce qu'elle est passée vite. Hop, voilà. Excusez-moi. Voilà. Vous avez la possibilité d'activer les différents modes. Donc, on a les modes rapides qui vont permettre de vous donner une réponse très rapide et quasi instantanée. Ça consomme relativement peu de ressources. Donc, typiquement, vous voulez une recette d'omelette. Il n'y a pas besoin de mobiliser plus d'informations. On peut aller sur le mode rapide. On veut avoir une démarche qui est plus poussée. Et ben, tous les LLM proposent des modèles qui vont être plus avancés, qui vont avoir une réflexion plus approfondie. À gauche, vous avez les différents outils. Donc, sur Gemini, ils sont avec ces petites icônes-là, mais vous allez retrouver à peu près la même chose sur Copilot et sur ChatGPT, où là, vous allez avoir les différents outils qui sont proposés. Donc là, on active l'outil Deep Research, on met en mode pro parce qu'on veut un contenu qui soit plus approfondi. Et puis ensuite, on va prompter et donc on va faire la demande. Donc, premier point, on va définir un persona. C'est-à-dire qu'on va le positionner en disant « Je veux que tu te positionnes comme un expert en commerce international ». Ensuite, on va lui donner un contexte. On veut travailler à l'export de compléments alimentaires. On va lui donner une tâche, donc de réaliser cette veille réglementaire. On va définir une structure. Donc là, on veut que ça réponde à 5 points et que ça cite les sources, donc le cadre réglementaire, les contraintes, les procédures. Et puis, on va lui donner une règle. On veut que la réponse soit structurée de manière claire, concise et orientée décision. On n'est pas dans un élément de recherche académique ou universitaire. On est dans un contexte business, donc on va lui donner cette règle. On lance ensuite l'outil Deep Research. Donc, Deep Research, il va aller chercher sur un ensemble de sources très complets pour à la fin produire, et là c'est celui que j'affiche, un document de plusieurs dizaines de pages qui va couvrir l'ensemble, dans le cas présent, des aspects réglementaires. Il faut savoir que là, je vous ai mis la vidéo en accéléré, mais le processus complet va prendre environ entre 15 et 20 minutes et permettra à la fin d'avoir une information qui va être très complète, très exhaustive. Et là, dans le cadre d'une recherche réglementaire, ce qui va nous intéresser aussi, c'est d'avoir les sources. Pourquoi
Voilà, donc là, on a les sources. On va avoir, pardon, excusez-moi, voilà les sources. On va avoir des dizaines de sources qui vont être utilisées, qu'on va pouvoir contrôler pour la production du contenu. Donc, 15 à 20 minutes de recherche, l'outil recherche approfondie, Deep Research sur Gemini, pour avoir un contenu qui va être très complet, très riche, très exhaustif. Et ensuite, on va regarder comment on va pouvoir mettre en forme ce contenu-là. Donc, pour mettre en forme ce contenu-là, on va utiliser les outils Canva. Donc là, j'ai Canva, en fait, ce sont des outils qui vont permettre au LLM de développer une infographie, un site web, et donc de mettre en avant le contenu qui aura été produit. Donc là, je vais demander de faire une infographie. Et donc, vous voyez, pareil, là, donc j'ai mis en accéléré, mais ça prend quelques minutes. Et on va avoir une présentation beaucoup plus accessible visuellement du contenu qui aura été produit. Donc, la combinaison de ces deux outils, c'est-à-dire Deep Research ou recherche approfondie et l'outil de mise en forme, va permettre d'avoir à la fois un contenu qui soit très complet, très exhaustif, mais aussi une mise en forme qui soit beaucoup plus accessible et partageable. Là, j'ai mis sous forme d'infographie. On aurait pu lui demander de produire sous une présentation PowerPoint, sous un rapport mis en forme ou sur un site web. Ces deux outils-là, alors peut-être pas sur tous les LLM, mais on va dire sur la majorité des LLM, ils sont accessibles gratuitement et juste, alors il faut prendre un peu de patience parce que ce sont des outils qui prennent un peu de temps à se développer, mais accessibles gratuitement et juste, voilà, comme je vous l'ai montré, c'était assez rapide, mais sous quelques clics. Deuxième cas d'application, la prospection. Donc là, on va avoir deux outils qui sont pas forcément des outils IA, mais des outils qui sont boostés par l'IA, que sont Faro et Lemlist. Donc Faro qui va permettre de construire une liste de prospects selon différents critères, et Lemlist qui va permettre de générer des campagnes avec du contenu personnalisé. Et puis entre les deux, on va venir construire un agent de personnalisation d'email pour de la prospection. La mise en situation, je veux mettre en place une campagne de prospection internationale avec du contenu qui soit personnalisé en fonction de mes cibles, mais aussi adapté d'un point de vue culturel. Pour ça, je vais utiliser un agent Gemini. Donc, on verra, je vous montrerai aussi d'ailleurs que cette même fonctionnalité est disponible sur l'ensemble des LLM et que ce contenu soit envoyé sur une liste de prospects qui aura été collectée par IA. Donc, première étape, Faro, qui va venir, selon différents critères qu'on choisit, construire une liste de prospection. Donc là, voilà, on a mis les critères dans l'informatique des responsables et Faro va venir construire une liste de, là, en l'occurrence, 69 prospects qui vont répondre à ces critères. On va pouvoir extraire cette liste, l'enregistrer en fichier Excel ou en CSV. Et puis ensuite, on va venir construire notre agent de personnalisation. Alors, qu'est-ce que ce sont les agents? Qu'est-ce que sont les agents? Il y a deux types d'agents. Il y a ce qu'on appelle les workflows agentiques, c'est-à-dire les combinaisons de différents outils entre eux, donc qui nécessitent un petit peu de compétences de développement. Et puis, de manière très simple et de manière, on va dire, basique, mais déjà très efficace, on a ces fonctionnalités qui sont intégrées dans les LLM. Donc là, je vous ai mis des copies d'écran de Gemini, Claude, ChatGPT, Mistral et Copilot. On en profite d'ailleurs pour voir que globalement, tous se présentent de la même façon. Donc là, c'est une copie d'écran, vous savez, de la barre latérale à gauche. Et on voit sur Gemini, on a ce qu'on appelle des gems. Sur Claude, ça s'appelle les artefacts. Les GPT sur ChatGPT, les agents chez Mistral et les agents chez Copilot. Et en fait, c'est ça qui va nous intéresser. Donc là, je suis resté dans l'environnement Gemini. Je vais demander de créer un nouveau gems et on va voir à quoi ça ressemble. Donc, je lui donne un nom. Ici, on a dit, je veux que mon agence fasse de la prospection internationale. Et sa description, c'est de préparer des mails personnalisés pour mes cibles. Donc, je le positionne, je lui donne un persona. Tu es un expert en prospection internationale. À partir du catalogue qu'on va charger, du pays, du profil, je veux que tu rédiges un mail qui soit adapté en termes de langue et en termes de contenu. Je viens chercher mon catalogue, donc ici un catalogue de bracelets connectés, donc ça va lui servir de base d'entraînement, et mon agent est prêt. J'ouvre mon agent, je donne
le nom de ma cible, donc que j'aurais récupéré sur Faro précédemment. Je pouvais très bien aussi coller le profil LinkedIn. Donc là, j'ai pris l'exemple de Paul Allen, qui est Office Manager à New York dans la société Dunder Mifflin. L'outil va réfléchir. Donc là, c'est quasi instantané, c'est en temps réel. Et le mail va être produit. Donc, on voit qu'on a tout de suite un mail en anglais. Il y a l'intégration du prénom, de l'entreprise et l'utilisation de la base que je lui ai donnée. Autre exemple, on va essayer d'écrire un mail à Ignacio Del Rey, qui est RH dans une entreprise à Madrid. Je redonne les informations. Donc là, je les ai tapées, mais encore une fois, on aurait très bien pu charger le document et on a notre mail en espagnol adapté aux besoins de la société RPK à Madrid. Et alors là, on est sur des mails qui sont relativement simples avec une base d'entraînement, enfin, qui est uniquement le catalogue, mais évidemment, on peut venir compléter avec, par exemple, l'intégration d'un calendrier, avec nos habitudes en termes de prospection, avec la description d'un persona et ainsi de suite. Voilà, les exemples continuent sur un marché polonais. Il n'y a évidemment aucune contrainte en termes de temps, en termes de langue, en termes d'adaptation. L'outil fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Donc, on a notre agent. Et puis ensuite, dernière étape, on va venir, donc en chargeant nos deux aspects, on va venir dans l'outil Lemlist construire des campagnes de prospection. Et donc, une campagne, c'est de dire, voilà, je veux un enchaînement de tâches. Donc, je veux par exemple aller visiter la fiche LinkedIn, demander une connexion sur LinkedIn, puis envoyer un mail et connecter ce mail-là avec l'agent qu'on vient de créer. Donc là, bon, on est sur un exemple de prospection relativement simple et je suis sûr que vous, c'est plus complexe et on aura le temps lors de la formation pour ceux qui souhaiteront participer à approfondir pour voir comment on peut amener plus de fonctionnalités. Mais l'idée, c'est de se dire, sur une étape préliminaire d'intégration de prospection commerciale, de pouvoir avoir, grâce à l'IA, une liste de prospects qui sort quasi gratuitement et quasi instantanément, une campagne de prospection personnalisée pour aller toucher nos prospects. Donc, on a fait notre recherche réglementaire, on a fait notre prospection, on a des contacts maintenant avec certains prospects. On va travailler, grâce à l'outil Voice de ChatGPT, l'approche multiculturelle. Donc là, l'idée, c'est de faire de la simulation d'entretien et de la mise en situation pour la formation de vos équipes export en utilisant la fonctionnalité voix de ChatGPT. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que je fais régulièrement quand je suis en amont d'un entretien commercial, de m'entraîner finalement, par exemple, quand je suis sur la route pour aller à mon rendez-vous, de pouvoir m'entraîner et de simuler avec ChatGPT l'entretien de manière parlée. Donc, sur le téléphone ou sur l'ordinateur, vous avez le petit icône du Voice Mode qui permet de discuter avec ChatGPT. Et donc là, ça va permettre d'avoir en fait un entraînement sans risque. On va dire à ChatGPT, je veux que tu te positionnes comme un client allemand, japonais, italien, et qu'on simule l'entretien ou la visio. Et donc, l'outil va poser des questions, va réagir, va rebondir sur ce qu'on dit. On a la possibilité de refaire, d'arrêter, de reprendre. Donc, finalement, il n'y a aucun risque et aucun impact. Et à la fin du rendez-vous, l'IA va pouvoir nous faire un débrief. Et donc dire, voilà, ce qui a bien fonctionné. Est-ce qu'il y a eu des maladresses culturelles? Est-ce qu'il y a des formulations à préférer? Et comment arriver à avoir une version plus efficace? Donc là, par exemple, on avait construit une situation où on doit annoncer un retard de livraison. Et donc, on pourrait faire travailler les équipes sur comment annoncer ça à notre client allemand, comment annoncer ça à notre client marocain, comment annoncer ça à notre client japonais, avec à la fois une dimension linguistique, mais aussi une dimension interculturelle, et surtout avec la possibilité de faire un entraînement à blanc, et donc de passer directement à l'exercice et d'éviter la peur qu'il peut y avoir sur ce type d'entretien. Donc, on a eu notre entretien avec nos clients. On va regarder maintenant comment on peut avoir une approche de contract management. Et pour ça, on va utiliser l'environnement Microsoft 365 pour aider à la rédaction, mais aussi potentiellement à la négociation en live de contrats internationaux en anglais.
La force de Copilot, c'est que si vous avez pris une licence pro, il est nativement et directement intégré dans les outils du pack Office. Donc là, vous voyez, moi, quand j'ouvre Word, j'ai la petite icône Copilot en haut à droite, et puis j'ai une barre de chat directement quand j'ouvre une page, un document Word. Donc si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'avez pas la licence qui est activée. C'est une licence qui coûte une vingtaine d'euros et qui permet d'avoir dans PowerPoint, dans Excel, dans SharePoint, dans OneDrive, dans Word, Copilot directement intégré. Comment on va s'en servir? Eh bien, on va s'en servir exactement comme l'outil de suivi des modifications. Je suis sûr que vous avez déjà utilisé cet outil-là. Donc, en fait, on va l'utiliser directement dans l'outil. Quel bénéfice ça va avoir? C'est qu'on va être dans un environnement sécurisé. Quand on utilise ChatGPT ou Gemini, on ne sait pas bien où partent les données, ou en tout cas, on sait qu'elles ne sont pas forcément sécurisées. Quand on va utiliser Copilot dans son environnement Office 365 ou Microsoft 365, l'environnement va être aussi sécurisé que votre SharePoint, que Outlook ou que votre OneDrive. Donc, en fait, on reste dans un environnement professionnel sécurisé. L'autre bénéfice, c'est que ça va éviter les opérations de copier-coller, avec éventuellement les erreurs qui peuvent être associées, avec le temps et les étapes, et puis d'éviter l'étape de la traduction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler de manière complètement transparente, soit en français, si on a besoin de comprendre la finesse d'une clause, soit directement en anglais, si on a la possibilité. Donc, à quoi ça ressemble? J'ai ouvert mon contrat. Je demande à Copilot de me faire un résumé. Donc là, il me fait un résumé en français, puisque c'est ma langue. Et puis, je vais utiliser Copilot sur la droite et lui demander une analyse un peu plus fine. Donc là, on a IMSAT, qui est l'un des co-contractants, et je lui demande de me faire une analyse sur les risques pour cette partie-là. J'ai eu mon analyse et je me rends compte que sur l'une des clauses, il manque quelque chose. Donc là, pareil, je viens appeler directement Copilot dans l'outil et je lui dis de reprendre cet article pour le rendre plus sécurisé ou plus favorable pour l'autre partie qui est safe. J'envoie mon prompt et vous allez voir, hop, il me propose tout de suite une nouvelle version. Donc là, il me propose une version qui est plus favorable. Problème, on est dans un contrat qui est en anglais et il me l'a écrit en français. Pas de problème, je lui demande de traduire directement dans un anglais international contractuel cette clause-là. Et directement dans l'outil, comme si on avait notre contract manager ou notre juriste qui nous faisait la rédaction à côté, il va venir modifier directement la partie qui nous intéresse. Et si je valide, le document sera mis à jour avec, vous voyez, la petite barre rouge de suivi des modifications. Donc là, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite, d'éviter les copier-coller, de rester dans un environnement sécurisé. Je n'ai pas besoin de partager le contrat sur ChatGPT. Je n'ai pas besoin non plus de l'anonymiser. Si par exemple, il était sous NDA, on reste dans notre environnement sécurisé. On a les modifications dans la langue qu'on veut instantanément, la possibilité à droite de lui poser des questions et donc de travailler dans notre environnement. Si on veut aller plus loin dans l'environnement Office 365, on a notre document qui est enregistré sur OneDrive. J'ouvre PowerPoint. Je lui demande de me faire un document de synthèse du contrat. Je viens appeler le contrat. Je lance Copilot dans PowerPoint. Et alors là, je vais demander en allemand, puisque le chef de projet est allemand. Et Copilot va venir me produire directement un PowerPoint reprenant les principales clauses du contrat. Donc là, je vous ai fait l'exemple. Je ne parle pas particulièrement allemand, donc je ne pourrais pas voir la pertinence de ce qui a été fait. Néanmoins, on reconnaît quand même certaines clauses. On rendra compte que pour une version, finalement, demandée très rapidement, on a quand même un document qui est relativement attractif visuellement et qu'on va pouvoir diffuser. Autre manière d'utiliser Copilot, c'est de créer un agent. Donc, on va créer un assistant dans Copilot à qui on va venir charger le contrat. Et on va lui dire, en fait, je veux pouvoir diffuser cet agent-là à l'ensemble des équipes qui travaillent sur le projet, que le contrat et l'ensemble de ses annexes soient dans la mémoire de cet agent et qu'on puisse lui poser des questions sur qu'est-ce qui se passe si on a du retard, quelles sont les modalités de paiement, quelles sont les règles de communication.
Donc là, par exemple, sur ce contrat, je pose la question comment je dois sélectionner mes fournisseurs pour la ventilation. L'outil va venir lire le contrat et va dire il y a une annexe qui définit la liste des fournisseurs sélectionnés. Donc, on doit utiliser soit Stulz, soit BART. Et si jamais on veut aller sur un autre fournisseur, voici la procédure. Donc, on a la possibilité de créer cet agent et un peu comme si on avait notre contract manager ou notre juriste, on l'appelle aussi souvent qu'on a besoin et le risque qu'il se trompe est relativement réduit puisqu'on lui aura fourni l'ensemble des éléments sur lesquels il doit construire la réponse. Donc là, c'était 3 exemples d'intégration de Copilot dans l'environnement Office 365. Le dernier outil là, que je vous présente, vous pouvez tout à fait le partager à l'ensemble des équipes. On partage le lien, ils auront accès à l'utilisation. Vous restez maître de l'ajustement. Si par exemple, il y avait un avenant qui a été fait, on change la base d'apprentissage, on lui demande de se mettre à jour et l'assistant ou l'agent intégrera les réponses directement intégrera ces nouveaux éléments directement dans ses réponses. Donc, on a fait notre recherche réglementaire, on a fait la prospection, on a des clients qui ont répondu, on leur a répondu, on est passé en phase de négociation. Bonne nouvelle, on a signé le contrat. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'exécuter le contrat. Et donc, on va se mettre dans une situation où on doit arbitrer sur des questions de transport international, logistique et Incoterm. Pour ça, on va utiliser Claude et l'outil Artefact. Quelle est la mise en situation? Dans mon équipe, dans ma société, par exemple, qui fait de la tôlerie, j'ai une partie de mes chargés d'affaires qui travaillent à l'international qui se posent systématiquement la question de quel mode de transport on doit choisir, sous quel délai on doit livrer et quels sont les incoterms à préférer. Et puis, liés aux incoterms et au transport, quels sont les documents que je dois préparer. Donc, le but, ça va être de réaliser une application qui va permettre à mes équipes de choisir le mode de transport et l'incoterm, non pas selon la seule recommandation de Claude ou de n'importe quel LLM, mais selon les règles du contrat, selon la politique de l'entreprise et finalement avec un référentiel que j'aurai défini moi. Je veux que cette application, je puisse la diffuser en interne. C'est-à-dire, je garde la main dessus, je l'envoie à l'ensemble de mes chargés d'affaires et chaque fois qu'ils ont une question, ils n'ont pas besoin de venir toquer à mon bureau ou me poser la question. Ils remplissent l'application et comme l'application aura été entraînée sur mes règles, elle donnera les recommandations les plus adaptées. Donc, on va commencer par le prompt. Toujours la même chose. On lui définit un persona, on donne du contexte, on donne la tâche à réaliser et des règles à suivre. Donc là, tu es un expert en transport, douane et logistique internationale et on veut que tu nous aides à définir une application sur le meilleur choix pour de l'export de transformation de métal en Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc là, on a l'outil Artefact. On va avoir une petite application. Donc sur Claude, ça se présente comme ça, mais on pourrait avoir sur Gemini ou ChatGPT un peu la même chose. Et on va avoir donc pareil, là, j'aurais pu aussi charger un document. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est tout à fait possible de dire, tiens, je veux que tu respectes ces règles-là ou que tu me laisses la possibilité d'avoir une console administrateur pour changer les arbitrages. Et puis ensuite, on va avoir notre artefact. Donc là, on va venir sélectionner les différentes options. Donc, ce sont des pièces usinées. Il y en a pour 25 000 €. Ça pèse 2 tonnes. Ça va être livré en palette standard. Donc ça, c'est ce que va rentrer mon chargé d'affaires. On est sur une livraison standard. Et là, ma priorité, c'est le service client. Et donc, basé sur les règles que je vais lui donner, mon artefact va pouvoir dire, dans ce cas-là, il faut préférer un incoterm CFR. Voici la liste des documents. Je ne lui ai pas demandé, mais il me l'a donné l'empreinte carbone pour orienter le travail de mes chargés d'affaires. Donc là, encore une fois, on était sur quelque chose de très rapide. Vous avez vu, j'ai fait un prompt relativement simple, mais avec des équipes logistiques qui définiraient par exemple des cahiers des charges ou avec des contrats qui auraient été définis avec vos clients grands comptes, on peut tout à fait amener ce contenu-là de manière simple dans notre LLM et faire en sorte que cet artefact ou cette application puisse répondre en intégrant ces éléments-là.
Une fois qu'on a notre artefact, ce qui va nous intéresser aussi, c'est de pouvoir la diffuser en interne. Alors, si on a une équipe de 2-3 personnes, c'est relativement simple. Si on est sur des structures plus importantes, où on va avoir, par exemple, je ne sais pas, des dizaines, des centaines de personnes qui peuvent travailler sur des aspects logistiques ou sur différents sites, on a la possibilité de venir télécharger. Pourquoi ça ne se lance pas la vidéo? Voilà. De venir télécharger le fichier, donc là en HTML, je le télécharge et ensuite, soit de pouvoir le mettre à disposition, par exemple, dans un Drive, ou de le mettre à disposition sur un intranet, et donc que ça vienne directement s'intégrer. S'il y a besoin, moi, de changer les paramètres, je peux le faire. Je mets à jour la nouvelle version et l'ensemble de mes équipes utilisera une version qui sera à jour et qui sera la même version pour tout le monde. Et donc, on évitera les copies de fichiers Excel où on se rend compte après coup qu'en fait, une partie de l'équipe utilisait une ancienne version, qu'entre-temps, il y a eu 2 autres versions qui ont collaboré en parallèle. Là, tout sera centralisé avec le même usage. Voilà. Alors, c'était assez rapide, mais en 6 étapes, comment ça peut vous être utilisé? L'idée, c'est que ces étapes-là, à travers la formation, vous puissiez être autonome, vous puissiez les adapter à votre contexte. Et donc, Émilie, je vais te laisser présenter un peu justement la possibilité d'aller plus loin. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu, pour Merci beaucoup, Mathieu. ce contenu. On a essayé de vous donner en peu de temps le plus d'infos possible, de vous présenter aussi différents outils et puis de vous expliquer qu'en fait, voilà, les outils se ressemblent, hein, que ce soit dans leur mise en forme, dans les fonctionnalités, etc. Donc, de ne pas paniquer par rapport à ça. Les infos, des outils, différents types d'exemples aussi, différents types de cas d'usage. Ça vous permet d'ouvrir les yeux sur le champ des possibles, de vous projeter un petit peu plus dans ce que vous vivez au quotidien, dans les actions que vous devez mener à l'international. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir aller plus loin que ce webinaire. Si ces thématiques vous parlent, si vous avez des enjeux actuels sur l'IA appliquée à vos actions internationales. Donc, le 18 juin, Mathieu sera à Paris pour animer une formation d'une durée de 7 heures, donc sur une journée. Il va vous présenter en quelques lignes les modules et les thématiques qui seront vus dans le contenu de cette journée-là. C'est du présentiel pour ceux qui préfèrent être là et être participatif en présentiel. On vous propose également, pour ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui ont des enjeux forts sur ce sujet et qui ont envie de le travailler en intra, pas de le partager avec les autres, mais vraiment qui veulent travailler sur leurs enjeux en intra avec des spécialistes et des experts. On vous propose également de le faire savoir au Club CIC International et on vous organisera une formation sur mesure dans vos locaux ou à distance si vous avez des équipes qui sont dispersées géographiquement. Donc, c'est souple, c'est facile à mettre en place avec le club CIC. Donc, n'hésitez pas à répondre au petit sondage que Pascal vous a fait parvenir et puis à vous inscrire à la formation soit du 18 juin, soit à demander quelque chose de plus sur mesure. Mathieu, je te laisse juste prendre le relais sur les différents modules sur la formation de cette heure. Tout à fait. Donc, le but là, de cette journée, c'est que vous puissiez repartir avec des applications qui soient simples et opérationnelles, comme je vous les ai présentées là relativement rapidement, mais que vous soyez capable de faire ça, de l'adapter à vos besoins, de venir l'entraîner ou créer les bases de référence qui correspondent à vos usages. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on verra sur la formation? Une première partie avec les modules 1 et 2, un peu de culture générale sur le bon usage et le bon fonctionnement des LLM. Donc, bien comprendre comment les utiliser, quelles sont les limites. Et un point qui est important dans le module 2, le cadre de sécurité. Aujourd'hui, on a des outils qui sont accessibles très facilement sur le téléphone, en version gratuite. Il y a un flou un peu volontaire sur l'utilisation des données. On peut avoir l'impression qu'en utilisant un compte payant, on sécurise. En fait, relativement peu. Donc, on regardera ça justement, comment, au-delà des réponses qui peuvent être apportées par ces outils, ne pas faire prendre de risques à la data, et encore plus si on est sur des données confidentielles ou personnelles pour nos clients. On regardera comment gagner du temps sur des tâches à forte charge cognitive, comment
pouvoir faire de l'analyse de rapport, aider à la rédaction, structurer aussi des données simples. Travailler sur l'efficacité collective et la prospection, pouvoir cartographier les savoirs en interne et ce qui est aujourd'hui peut servir de base collective d'entraînement à des outils pour construire des agents IA. Travailler autour de la communication multilingue et de l'adaptation interculturelle. Et puis, le module 6 qui apparaît à la fin, mais qui en fait est la plus grosse partie de la formation, faire des ateliers de projection. L'idée, c'est de pouvoir couvrir les 5 premiers modules, pouvoir rapidement vous montrer quelles sont les règles, quels sont les bons usages et qu'est-ce que l'outil est capable de faire pour que ça vous donne des idées et qu'on puisse, sur environ 40% de la formation, travailler sur vos études de cas, vos situations et voir comment vous pouvez repartir à la fin des 7 heures avec véritablement des outils qui puissent vous servir au quotidien, non pas en révolutionnant ce que vous faites, non pas en remplaçant vos équipes, mais en vous permettant de gagner un peu de temps, d'être plus efficace et d'avoir une meilleure productivité sur des tâches qui seraient relativement définies et en utilisant, vous l'avez vu, les outils du quotidien, Gemini, ChatGPT, Copilot, Word, Excel et ainsi de suite. Voilà. Mais Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Je reprends la parole quelques instants. Donc, on vous a fait passer un sondage. Merci d'avoir répondu. Il y a beaucoup de gens intéressés et je les en remercie vivement. Sachez qu'on va vous transmettre des éléments dans ce sens-là pour pouvoir, je dirais, un peu plus précis, on va dire, mais la présentation a été parfaite par Mathieu, évidemment, pour pouvoir voir ce qu'il en est de cette formation. Et puis, les modalités d'inscription, évidemment. On vous écrit très rapidement d'ici demain dans ce sens-là, quoi qu'il en soit. Voilà. Et sachez évidemment que on a eu une question dans le chat, vous l'avez vu. Un webinaire du club est ouvert à l'ensemble je dirais de la planète, voilà, et à tout le monde. Néanmoins, vous le savez, évidemment, il y a quelques avantages à être adhérent du club CIC International, notamment en ce qui concerne le partage des documents, par exemple. Voilà. Je laisse maintenant notre chère Émilie, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, que je salue d'ailleurs, que j'ai vu suivre avec intérêt cette présentation remarquable de la part de Mathieu. Et je laisse Émilie prendre les questions, peut-être, si tu le veux, ma chère Émilie. Bien sûr, avec plaisir. Sur les questions principales, les thématiques principales, Mathieu, la première qui est posée par Anthony, c'est sur la partie qui concernait les contrats, la contractualisation. Oui. Anthony nous demande s'il est possible de voir les différences, les déviations entre un contrat et les conditions générales d'une entreprise. Donc, en gros, est-ce qu'il est possible de demander au LLM, est-ce que le contrat et les CGV coïncident ou est-ce qu'il y a des points d'attention à avoir? Alors, c'est une question qui est très intéressante, parce que ça va me permettre d'élargir un tout petit peu. Je vous ai parlé de la base d'entraînement. La base d'entraînement initiale, c'est du texte. C'est-à-dire que tous les LLM ont été principalement entraînés avec du texte. Donc, les sujets sur lesquels les LLM sont les plus pertinents, c'est l'analyse et la production de texte. Si on réfléchit plus loin, quels sont aujourd'hui les textes qu'on retrouve de manière accessible? On va avoir l'ensemble des articles de presse ou voilà. Et puis, il y a un contenu qui est quasiment disponible sur tous les sites. Ce sont les conditions générales. Ce sont les dimensions juridiques. Donc, en fait, la partie analyse et compréhension juridique, c'est, j'ai envie de dire, presque dans le cœur de métier des LLM. Donc, évidemment, il va falloir charger nos conditions générales d'achat ou conditions générales de vente dans un outil, dans un LLM ou même dans une discussion, mais pouvoir demander par rapport à ce contrat qui m'est proposé ou imposé par le client, quelles sont les déviations par rapport à mes CGA ou mes CGV, aucun problème. Pour faire ça, je mets le PDF, le Word, même le scan du contrat, je mets les CGV, ça peut mettre le lien vers les CGV, le lien Internet. Je lui demande de faire l'analyse et éventuellement de me prioriser les points les plus problématiques et quasi instantanément, j'aurai les réponses. Si je veux pouvoir paramétrer un outil qui fasse ça directement, je crée un agent, je viens charger les CGV et je dis chaque fois que je te donne un contrat,
je veux que tu me le compares par rapport au CGV. Et quand je change mes CGV, j'aurai juste à reparamétrer l'agent pour qu'il prenne en compte la nouvelle version des CGV. Merci Mathieu pour cette précision. Je poursuis avec une question là qui est plutôt orientée sur la sécurité. Alors, tu en as dit quelques mots, Mathieu, et c'est un des points qui est justement abordé en formation. Mais là, si tu peux éclairer Michael, qui nous pose la question sur la sécurisation. En fait, il dit qu'il comprend très bien que sur une version gratuite, il n'y ait pas de sécurisation, mais à partir du moment où on paye, est-ce que la sécurisation est maximale? Alors, si la question c'est est-ce que la sécurisation est maximale, là je peux répondre sans équivoque, la réponse c'est non. Voilà. Non, la sécurisation n'est pas maximale. Est-ce que le fait d'avoir une version payante va permettre de mieux sécuriser qu'une version gratuite? Oui. C'est-à-dire que dans la version payante, mais déjà dans la version connectée, je peux par exemple dans ChatGPT cliquer et lui demander de ne pas ressortir le contenu que de ne pas réutiliser le contenu pour son entraînement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon concurrent pose une question sur mon activité, ChatGPT ne viendra pas balancer tout ce que je lui ai donné. Est-ce que néanmoins, ça permet d'être conforme avec éventuellement des NDA ou des clauses de confidentialité qu'on aura signées ou avec la RGPD? La réponse, c'est non. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, utiliser la version payante de Gemini ou la version payante de ChatGPT ne rend pas conforme aux clauses de diffusion à un tiers ou aux clauses de RGPD. Il y a eu le sujet là au moment du démarrage du conflit en Iran où Trump a demandé au LLM de pouvoir donner accès à toutes les informations qui étaient demandées, comme c'est fait avec, par exemple, Google sur l'outil de recherche pour pouvoir faire de l'intelligence et du renseignement. Bah, c'est la preuve qu'effectivement, non. Il y a aujourd'hui une perméabilité entre ce qu'on peut donner à ces LLM-là et l'usage qui peut en être fait derrière. Si on veut avoir quelque chose de plus confidentiel, il y a 3 options que je vais mettre de la moins coûteuse à la plus coûteuse et de la moins sécurisée à la plus sécurisée. La première, c'est l'utilisation de Copilot dans l'environnement pour ceux qui utilisent Microsoft 365 et l'utilisation de Gemini pour ceux qui utilisent Google Workplace. C'est-à-dire l'utilisation des licences Enterprise ou Pro de ces 2 outils-là dans votre environnement déjà professionnel. C'est-à-dire que si vous utilisez Microsoft 365 et que vous avez Outlook, vous avez SharePoint, vous avez OneDrive, vous utilisez les outils en ligne, le fait d'utiliser Microsoft 365 vous permettra d'avoir le même niveau de sécurité. Donc, on pourra discuter avec des spécialistes de est-ce qu'on est bien sécurisé ou est-ce qu'on n'est pas sécurisé, mais en tout cas, vous êtes sur le même niveau de sécurité. L'autre solution, ensuite, c'est de négocier directement avec les éditeurs, donc avec OpenAI, avec Google, avec Anthropic pour Claude, et d'avoir des contrats entreprises particuliers, où là, vous allez pouvoir beaucoup plus précisément déjà avoir l'information de où sont stockées vos données et de fixer des limitations. Et puis, le dernier niveau, qui est le plus sécurisé, mais aussi le plus coûteux et le plus compliqué en termes d'infrastructure et d'architecture, c'est d'héberger une réplique de vos LLM, de ces LLM, pardon, enfin de un LLM, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs, sur vos serveurs. Donc là, c'est évidemment coûteux en termes de licence, en termes de capacité de mémoire et de capacité des serveurs. Mais vous avez la possibilité de créer un miroir d'une version actuelle d'un LLM, de venir mettre sur vos serveurs, de venir mettre l'ensemble des éléments, et là, ce sera complètement imperméable. Merci Mathieu. Je te propose qu'on essaie de répondre encore. Il y a des questions ultra intéressantes. Au moins, essayer de répondre un peu plus vite. Si non, mais c'était super intéressant. Ça, mais celle-ci, merci Mathieu, elle est capitale et notamment pour notre entreprise, dont la nôtre. Mais c'est un autre débat. Question de Nicolas Mathieu sur l'outil Faro que tu as présenté. Nicolas voudrait savoir si l'outil permet de récupérer les adresses email des contacts sur leur fiche LinkedIn. Non, pas directement. Il y a des options payantes sur Faro, il y a des options aussi sur Lemlist qui permettent de faire ça. Il y a pas mal d'outils qui permettent de faire le scrapping, qui ne sont pas forcément des outils d'IA. Moi, j'en utilise un autre qui s'appelle Lusha, qui permet de récupérer. Faro ne le permet pas, mais voilà, avec quelques licences supplémentaires, on a la possibilité de récupérer les adresses mail et les numéros de téléphone. Merci Mathieu.
Question plus simple, mais que beaucoup d'entreprises se posent. Moi, je l'entends souvent au quotidien. En gros, comment on choisit? Voilà, ChatGPT, Copilot, Claude, c'est bien, c'est une grande variété d'outils. Est-ce que c'est en fonction des questions que l'on va poser? Est-ce que c'est en fonction de la thématique et de l'action qu'on va demander à l'outil? Comment tu conseillerais sur ce sujet, Mathieu? Comment faire le choix? Alors, moi, je suis revendeur Google, donc je vous encourage. Non, non, je rigole. Justement, moi, je dirais, l'idée pour l'instant, c'est de ne pas avoir à choisir de manière définitive. C'est-à-dire que environ tous les 60 jours, tous les 3 mois, il y a une nouvelle révolution. Voilà, il y a eu ChatGPT il y a quelques années, il y a Google qui a rattrapé son retard, on a beaucoup parlé de Claude ces derniers temps, et je vous ai la blague des revendeurs, je soupçonne une grande partie des articles LinkedIn qu'on voit d'être financés indirectement par Claude sur de l'influence. Il y a Copilot en ce moment qui, comme c'est très intégré à Microsoft 365 et un peu en haut de la liste. En fait, tous les 2-3 mois, il y a une nouvelle révolution. Donc moi, je serais d'avis à dire, pour l'instant, il ne faut pas faire des choix définitifs. C'est-à-dire de dire, OK, on va forcément tout déployer sur Claude et tout installer et reparamétrer notre entreprise, par exemple avec Claude d'Anthropic. Pour moi, c'est prendre un risque. Néanmoins, comment répondre à cette question? Comme je vous l'ai dit sur la réponse précédente, pour moi, il y a deux choix naturels, ou un choix naturel. Si vous êtes sur Microsoft 365, je pense que l'utilisation de Copilot est la plus simple et la mieux intégrée. Donc, il y aura un bénéfice. C'est peut-être pas l'outil parfait, mais c'est un outil qui est très performant. Il y a un bénéfice à intégrer Copilot dans vos usages de Microsoft 365. De la même façon, si vous êtes dans l'environnement Google Workplace, le fait d'avoir des licences Gemini va vous permettre d'avoir le résumé de vos mails, la gestion de votre agenda et ainsi de suite. Donc ça peut être un premier élément de choix. Un autre élément de réponse, c'est de sonder un peu les équipes et de trouver quels sont les early adopters ou ceux qui aujourd'hui dans vos équipes utilisent beaucoup l'IA pour voir, eux, quel est leur usage. Et ensuite, de pouvoir définir, si ce n'est une règle, mais en tout cas une forte incitation d'utiliser ces outils-là dans un cadre qui soit sécurisé. En fait, le fait de ne pas pouvoir répondre à cette question, ça ne doit pas amener un autre risque, qui est ce qu'on appelle le shadow IA. C'est le fait de dire, nous, on n'a pas déployé d'outils parce que on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le budget, parce qu'on ne sait pas bien quel choix faire. La réalité, c'est que vos équipes utilisent déjà l'IA. Et si, comme moi je l'ai vu dans différentes interventions, c'est une utilisation sur le téléphone avec un compte gratuit de ChatGPT et je travaille dans un cabinet d'expertise comptable et quand mon patron associé me demande une analyse pour le client, je balance les comptes de mon client sur ChatGPT et je demande l'analyse, il y a une utilisation de l'IA, on parle de shadow IA parce que c'est fait dans l'ombre et ça amène un risque extrêmement fort en termes de fuite de données, en termes réputationnels, en termes de responsabilité et ainsi de suite. Donc, pour répondre à cette question, si vous utilisez Microsoft 365, je serais tenté de dire, regardez ce que Copilot peut vous apporter. Je pense que vous y trouverez votre bonheur. Si vous utilisez Google Workplace, regardez aussi ce que Gemini peut apporter. Si vous utilisez ni l'un ni l'autre, il ne doit pas y avoir énormément de situations, mais c'est possible. Essayez quand même de trouver une réponse à cette question, même si je ne vous en viens pas, parce que le pire, c'est le shadow IA et de laisser complètement la porte ouverte à un usage individuel, non maîtrisé et non cartographié. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Est-ce que Pascal, tu nous autorises la dernière minute pour une Oui, bien sûr, bien sûr. On va possible. répondre à Eva. Sa question, elle est là aussi elles sont toutes intéressantes, les questions, et c'est vrai qu'il nous faudrait plus de temps. Mais Eva demande quelles compétences en interne une entreprise doit-elle acquérir, développer pour vraiment exploiter l'IA dans ses activités internationales? Alors, l'IA, c'est un outil, comme je l'ai dit en introduction. Donc, le meilleur moyen de développer ses activités internationales avec l'IA, c'est d'être compétent sur la partie internationale. Donc, si vous deviez développer des compétences en lien avec ça, moi, je vous encouragerais d'abord de vous concentrer sur la notion de commerce international. Et ensuite, de venir compléter ça avec deux choses. Des compétences, alors en fonction de la taille de votre entreprise, on va dire si vous êtes sur une
PME ou une ETI, c'est des compétences que vous pouvez aller chercher en externe, hein, pour la partie IA, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui intervient chez vous, par exemple, une demi-journée par semaine ou une journée par semaine ou un peu plus, mais de pouvoir avoir quelqu'un d'externe et de ne pas avoir ni à recruter ni à assumer le coût et la formation de cette personne-là. Donc d'aller chercher ça en externe et managérialement d'accompagner dans la conduite du changement. Parce que là, j'imagine qu'autour de la table, si on est tous intéressés et avides de contenu sur ces sujets-là, mais il peut y avoir aussi des effets de résistance, hein, comment dire, le risque de est-ce que ça va me remplacer? Mais si l'IA fait ce que je fais au quotidien, quel est l'avenir dans mon poste? Donc je pense que d'un point de vue compétences, vous allez avoir besoin des compétences techniques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser à l'IA la possibilité de trouver la réponse technique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse la contrôler, la challenger et l'alimenter. Donc, on conserve les compétences techniques. Sur la partie IA, on vient chercher juste ce dont on a besoin en intégrant des notions d'agilité. Et donc, moi, j'encouragerais plutôt à pouvoir utiliser des compétences externes et managérialement accompagner le changement pour que les gens se sentent outillés et améliorés avec l'IA et non pas en concurrence pour éviter des effets de frein ou de détraction. Un grand merci, Merci. Mathieu. Merci beaucoup Mathieu, Merci à merci tous. beaucoup Émilie. Donc évidemment, on a publié donc un petit sondage et merci à tous ceux qui nous ont répondu et un grand nombre favorablement. On va vous envoyer des éléments à ce sujet pour, comme je vous le disais, pouvoir nous rejoindre sur cette formation qui aura lieu déjà planifiée le 18 juin prochain à Paris. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et tous de ce webinaire qui était passionnant en effet. Je ne vous donne pas rendez-vous pour les webinaires au mois de mai parce que mai, vous le savez, on le sait tous, ça va être très chahuté en termes de jours de travail, mais en juin et restez connectés avec le club sur votre app, évidemment, chers adhérents, pour voir le prochain thème qui arrivera au mois de juin un peu avant la formation de Spirale. Voilà. Merci encore une fois à toutes et tous. Passez une excellente journée et au plaisir de vous revoir en réunion ou sous d'autres formes. Voilà. Merci. Au Très bonne revoir. Merci journée. à Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.